où c'est le troisième temps du petit cycle partenariat Cité Philo, Théâtre du Phénix à Valenciennes, ce petit cycle à la poursuite du réel. Et nous allons nous demander, avec Gérard Pommier, ce que veut dire faire l'amour. Est-ce parce que la question vous importe davantage que vous voilà un tout petit peu plus nombreux qu'à l'accoutumée? Toujours est-il que je n'ai rien trouvé de mieux pour introduire cette séance que de vous lire un extrait de l'introduction que j'ai trouvée très éclairante de Gérard Pommier dans le livre qu'il a publié aux éditions Chants Essais chez Flammarion en 2010, « Que veut dire faire l'amour ?» L'amour, pourquoi dit-on faire l'amour alors que cet événement nous fait plutôt que nous le faisons? L'amour déborde facilement notre volonté, un peu, beaucoup, passionnément, ou bien en y étant pour presque rien, nous sommes poussés par une force plus grande que nous. Elle s'impose à notre corps défendant, ou avec son agrément. Plus abrupte, l'anglais moderne économise l'expression « to make love » et dit plus volontiers « avoir du sexe » « to have sex », l'amour étant surnuméraire à la copulation. Cette expression souligne d'ailleurs une vérité. Nous n'avons un sexe qu'à l'heure du désir. C'est une propriété relative, improbable, en dehors de ces instants. Je dois ajouter que Gérard Pommier est psychanalyste, professeur émérite de psychopathologie à l'Université de Strasbourg. Il est cofondateur de la Fondation européenne pour la psychanalyse. Il a récemment publié en 2002 « Les corps angéliques de la postmodernité », un essai, je crois, vous me direz si je me trompe, sur les phénomènes de tatouage, de piercing et de scarification, on peut dire ça comme ça, pour le présenter à grands traits. En gros. En gros, oui. Vous êtes d'ailleurs venu présenter cet ouvrage dans Cité Philo en 2002, je crois. Vous avez également publié en 2004 chez Flammarion Comment les neurosciences démontrent la psychanalyse, et enfin en 2010 le livre pour lequel nous vous invitons ce soir. Livre dont il faut préciser que vous avez dû, pour des raisons d'édition, de contrat d'éditeur, amputer une partie de votre texte, une partie qui porte sur le nom et que vous venez de faire paraître sous l'intitulé « Le nom propre, fonction logique et inconscient » aux éditions du PUF. Qu'est-ce que l'amour ? À une telle question, la tradition philosophique propose deux grands types de réponses. La première, on se souvient qu'on la doit à Platon, qui fait dire à Socrate, c'est toujours comme ça avec Platon, il fait dire à Socrate, dans le banquet, l'amour est désir et le désir est manque. Ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l'amour. Au fond, Socrate-Platon nous inciterait à penser, avant même qu'on ne leur ait posé la question, tiens, voilà pourquoi il n'y a pas d'amour heureux. Si l'amour est manque, et dans cette mesure, nous n'avons guère le choix qu'entre deux positions quant à l'amour. Soit nous aimons parce que nous n'avons pas, et alors nous souffrons du manque, soit nous avons auprès de nous la personne aimée, et alors nous ne manquons plus, et donc nous n'aimons plus. Bien entendu, il y a toujours des exceptions. Les couples heureux échappent à la généralisation platonicienne. Il y en a sûrement parmi vous. Peut-être saisirez-vous tout à l'heure l'occasion de nous dire comment vous faites. Quant aux couples heureux, justement, il leur faut trouver un autre philosophe. Ils pourront se rabattre, ou ils pourraient se rabattre, sur le disciple de Platon, Aristote, qui écrit quelque part « Aimer, c'est se réjouir », idée qui sera reprise
quelques 20 siècles plus tard, par Spinoza, l'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. En d'autres termes, aimer, c'est se réjouir, mais c'est aussi se réjouir de. Une déclaration d'amour spinoziste pourrait ressembler à quelque chose comme « Je suis joyeux à l'idée que tu existes ». L'avantage, c'est qu'on a là une déclaration d'amour qui ne vous demande rien. C'est rare et précieux. Le platonicien vous dirait plutôt quelque chose comme « Je t'aime », ce qui voudrait dire « Tu me manques et je te veux ». Cet homme ou cette femme-là vous demande tout, puisqu'il ou elle vous veut tout entier, tout entière. Qui a raison, Gérard Pommier, Platon ou Spinoza? Et ce sera ma première question. C'est abrupt. Qu'est-ce qu'il dit exactement, Spinoza? Il dit l'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Ouais, il est gonflé. Ok. Bon, alors, je suis très content de cette invitation et de cette possibilité de discussion et de confronter des idées sur quelques idées sur l'amour. Vous aurez remarqué que j'ai eu la prudence de mettre un point d'interrogation au titre de mon livre. Effectivement, je prétends pas donner des recettes ou voilà, c'est une interrogation au fond qui succède à des années de recherche en travaux théoriques et il faut bien dire comme tout le monde, quoi, pratiques, et avec des questions qui d'ailleurs depuis la fin de ce livre ont déjà beaucoup évolué. Alors d'abord, quand on parle de l'amour en général, là je veux dire, dans mon titre lui-même, il est clair qu'il s'agit, avec faire l'amour, en principe, en tout cas c'est comme ça qu'on peut le comprendre, de l'amour érotique, de l'amour sexuel. Mais il faut bien dire aussi, ajouter tout de suite que l'expression faire l'amour pendant un siècle ou deux en français voulait dire courtiser, et courtiser en parole. Ça ne voulait pas du tout dire passer à l'acte en silence, comme on peut le comprendre. Non, c'était une épreuve de parole dont il faut bien dire que pour la majorité des hommes et des femmes, elle conditionne l'acte lui-même. Il faut causer avant, d'abord dire son nom poliment, ou pas d'ailleurs. Mais je veux dire, l'amour anonyme, c'est déjà quelque chose d'un peu plus spécial, d'un peu plus marginal. Ça se fait aussi, ça marche éventuellement. Mais généralement, il faut enlever son masque, il faut décliner son identité, même si le bal commence par être un bal masqué, je veux dire un bal de séduction, après tout, où l'homme comme la femme se présentent dans leur apparence, en effet, dans ce qu'il peut y avoir de séducteur, de consommable, mais justement, le consommable à lui tout seul pose dans l'immense majorité des cas tout de suite un problème où il faut d'abord parler, décliner son nom, dire un certain nombre de choses, parler par exemple de Platon, de Spinoza, etc. Enfin, des sujets très excitants. Voilà. Parce que quand on parle, on dit toujours autre chose en même temps. Je veux dire, on peut parler de Kant, auteur encore plus sympathique, encore plus érotique que Platon et Spinoza, et en même temps être en train de séduire avec beaucoup de véhémence. Voilà. Voilà. Alors cette introduction, d'abord pour ce qu'il en est de Platon, Platon parle de l'amour, lui aussi de l'amour sexuel. Mais en français, il y a un problème, qui n'est pas un problème qu'en français, mais enfin, dans beaucoup de langues, c'est que amour, ça veut dire beaucoup de choses. Amour, c'est aussi bien l'amour de la confiture, on aime la confiture, c'est le niveau de séduction dont je parlais tout à l'heure, le niveau encore masqué. Et ensuite, l'amour, il a cette particularité, c'est qu'il y a un petit galop d'essai, pas très réussi d'ailleurs, de l'amour endogame. C'est ça, l'amour
l'amour humain commence par sur cette lampe de rancement qui a de bonnes chances de faire rater la fusée d'ailleurs, qui est l'amour endogame, l'amour intrafamilial, la famille se définissant comme un espace qui est caractérisé, on peut dire, tout mode de filiation confondu par une caractéristique centrale qui est l'interdit de l'inceste. L'interdit de l'inceste, c'est-à-dire, ce qui définit la famille, c'est qu'à l'intérieur de la famille, on peut à la rigueur regarder un certain nombre de choses à la télévision, mais pour passer à l'acte, en principe, c'est interdit. C'est interdit, donc excitant, donc il peut y avoir quelques problèmes, mais la famille se définit comme ça. C'est interdit entre les membres de la même famille. Donc l'amour débute par cette désérotisation qui fait monter la pression naturellement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la fusée, c'est vrai qu'elle prend beaucoup de puissance et de force à l'intérieur de la famille, parce qu'il y a une érotisation pour l'enfant dans son rapport à son père et à sa mère, je dirais dans la violence d'un amour en blanc, en quelque sorte, pour cette mère avec laquelle il est clair dès le départ qu'il va falloir se séparer, et avec celui qui semble, enfin c'est l'apparence en tout cas, être quelqu'un qui abarre sur la personne, enfin plus ou moins quand même, enfin c'est-à-dire le père qui est présent dans cette configuration qui correspond, objet de polémique éventuelle et à discuter tout à l'heure, à une différence de potentiel masculin-féminin. Je dirais différence de potentiel masculin-féminin entre père-mère, différence de potentiel qui marque des places psychiques tout à fait différentes pour un enfant. C'est-à-dire que pour un enfant, il y a des places psychiques père-mère, on peut dire, qui sont affublées d'un genre qui correspond peut-être pas forcément au sexe anatomique. Ça se discute. C'est un débat de société actuellement, comme vous savez, avec les questions du mariage, tout ça. On peut discuter la question, mais en tout cas, c'est vrai que le genre sexuel que quelqu'un a dans la tête et dans le corps, par conséquent, le genre sexuel n'est pas forcément correspondant au sexe anatomique. On peut en reparler tout à l'heure, mais j'en suis pas là. J'en suis simplement à bien spécifier que dans le verbe aimer, il y a différentes spécifications, et que la spécification endogame se marque par un interdit sur la sexualité qui fait monter la pression, qui est en quelque sorte un contre-amour, un antéros. Je dis ça parce que Platon me fait penser que antéros est un terme qui est introduit par Platon, le terme de contre-amour. Je ne me souviens plus très bien dans quel dialogue, mais où Platon parle de ce cas de figure où un amant courtise avec violence et pendant longtemps la personne qu'il aime, il la courtise pour arriver à l'allumer un peu, pour arriver à ses fins. Et puis il arrive à ses fins, c'est-à-dire que l'autre enfin est allumé, mais va aimer une autre personne ailleurs, un tiers, une troisième personne. Voilà. C'est un peu la même chose pour ce qui est de la marmite familiale, ça fait chauffer la marmite, mais finalement, l'enfant devenu adolescent part à l'extérieur, en effet, c'est-à-dire contre-amour qui propulse à l'extérieur. Extérieur où cette fois-ci, on n'a plus l'amour servi matin, midi et soir en rations considérables, toujours les mêmes rations, et zéro sexe. À l'extérieur, c'est le contraire, c'est-à-dire l'amour, faut se battre pour l'amour, c'est une lutte difficile avec les jalousies, les rivalités, les amours malheureux qui sont au fond une marque, je dirais, de départ de l'amour, une marque de départ à cause de son lieu d'origine intrafamilial. Mais en revanche, ce qu'il y a à l'extérieur, c'est enfin la possibilité d'un exutoire
sexuel. Voilà. Donc en dehors, le désir sexuel peut s'assouvir, et l'amour, c'est déjà beaucoup plus... Vous voyez que les positions inversées de l'amour et du désir sexuel entre dans la famille et en dehors de la famille, espace endogame, espace exogame. Voilà. Problème. Parce que de cette position, au fond, symétriquement opposée, entre l'amour et le désir, va succéder, va avoir comme conséquence, cette position, un problème entre l'amour et le désir. Un problème entre l'amour et les désirs. Je veux dire, désirer va être marqué, pour peu que l'amour accompagne le désir, va être marqué par l'interdit de l'inceste de départ. D'où ce risque, cette réalité, je dirais, symptomatique constante, que l'amour et le désir, ça claudique, ça marche clopant, et qu'il arrive que plus l'amour soit fort, plus le désir s'accompagne d'un certain nombre de symptômes sexuels, ou même d'impuissance, ou même, enfin bref, je ne vous fais pas la liste des symptômes sexuels, vous les connaissez pour les avoir éprouvés comme tout le monde. Je veux dire, la jouissance sexuelle est embarrassée par l'amour de départ. Je ne sais pas si je suis clair. Dire je t'aime à une personne qu'on désire n'est pas une évidence totale, et c'est plus facile, au fond, le désir avec une personne inconnue, qui a un masque, en effet, dans la danse de séduction que j'évoquais tout à fait au début. Donc il y a cette claudication de l'amour et du désir, avec une difficulté du désir en tout cas jusqu'à la satisfaction orgastique, qui souvent est très tardive dans la vie, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, et à la personne désirée, un embarras pour dire je t'aime, en tout cas davantage pour les messieurs que pour les jeunes femmes. Les jeunes femmes disent avec plus d'élan je t'aime. Et c'est lié à la question de l'amour endogame et exogame dont j'ai parlé tout à l'heure, parce qu'au fond, pour un homme, dire je t'aime à une femme, enfin c'est facile à dire en vacances, en langue étrangère, en espagnol c'est très bien, te quiero, en anglais I love you, ich liebe dich, enfin te amo en portugais, en brésilien. Bon, mes langues s'arrêtent un peu là pour ce type d'expérience. Voilà. Donc en vacances, c'est facile, il n'y a pas de problème. Ça n'engage à rien, on rentre de vacances, on est tranquille. Voilà. Mais donc dire je t'aime, ça évoque le premier amour, c'est-à-dire l'amour maternel, l'amour le plus grand, l'amour qui dure pour toujours accompagnant la vie, à la verticale de la vie, mais amour en blanc. Donc dire je t'aime, ça risque d'avoir comme conséquence, j'éteins la lumière tout de suite parce que je suis très fatigué ce soir, etc. quoi. C'est bon. Des scènes de la vie quotidienne qui peuvent arriver. Voilà. Alors que pour une femme, dire je t'aime à un homme, c'est dire je t'aime à un homme qui la sépare de son père. C'est tout à fait différent. Donc c'est plus facile. Plus facile quand ça arrive, quand l'amour arrive, qu'il y a un enflammement, une inflammation, je dirais, beaucoup plus facile à avouer. Voilà. Alors, donc, le premier point sur lequel je voulais insister à propos de Platon, c'est, je dirais que Platon ne parle que au fond de l'amour
de l'amour sexuel, parce que l'amour platonique, c'est une mauvaise traduction, je me souviens plus de qui exactement, quelqu'un qui a cru que c'était un amour sans sexe. Platon, il n'avait pas des idées pareilles en tête. À son époque, non, mais à son époque, le problème ne se posait pas. C'est des idées chrétiennes, là, je veux dire, que ce soit qu'il y ait une répression de la sexualité est une caractéristique de la culture dans laquelle nous vivons. Don Juan est un héros chrétien. Je veux dire, dans l'Antiquité, Don Juan, on s'en fout, il a qu'à faire ce qu'il veut, ça dérange personne, je veux dire. Voilà. Donc, il y a cette particularité de l'amour tel que Platon en parle, avec ce clopinement du désir qui met un obstacle à la réalisation du désir sexuel, un obstacle vraiment sérieux, qui fait que la jouissance sexuelle non seulement est marquée d'un interdit, est marquée n'est jamais naturelle, elle est portée par un désir qui n'a rien de naturel, qui est toujours de l'ordre du hors-scène, de l'obscénité. J'y reviendrai tout à l'heure, si j'ai le temps. C'est-à-dire qu'il y a une dimension hallucinatoire dans le désir. La personne aimée, il y a une dimension hallucinatoire. Lui, toucher la main de la personne aimée, évidemment, c'est pas la même chose que de toucher la main du facteur à contact cutané égal, parce qu'il y a cette évocation du rêve d'amour, du rêve du fantasme amoureux qui vient tout de suite. Ce qui ne veut pas dire que dans ce fantasme amoureux, il y a forcément réalisation sexuelle. La personne aimée, c'est la personne qui permet de rêver, qui permet de remonter hallucinatoirement le temps de la séparation, notamment de la famille, d'avec la mère. La personne aimée, c'est la personne qui permet de s'endormir, tout simplement. C'est un prolongement, pas forcément sexuel, de l'ours en peluche, pour le dire en gros, comme ça. Voilà. Voilà. Donc embarras sur le désir sexuel, qui fait que la question du désir lui-même, du désir jusqu'à son aboutissement orgastique, est, je dirais, ça arrive pas. Ça arrive, ça dépend des âges de la vie, ça dépend des partenaires, ça dépend des circonstances, mais c'est vraiment, généralement, ça arrive quand même pas forcément très tôt dans la vie, et puis surtout, et c'est un travail que j'ai fait dans ce livre, qui je crois mérite encore réflexion, recherche, c'est que ce qui s'appelle à proprement parler l'orgasme, c'est-à-dire la décharge de la tension du désir, c'est, je dirais, ça c'est pour les femmes seulement. Et les hommes, c'est pour ça que les hommes sont obsédés par les femmes, au fond, c'est qu'ils ne jouissent que par personne interposée, si je peux dire. C'est-à-dire que leur jouissance est le résultat de la jouissance féminine, d'une jouissance c'est clair, qui n'a absolument rien à voir avec la pulsionnalité, avec l'onanisme, non, qui a à voir avec la fantasmatique qui est en jeu dans le désir d'une femme particulière. Voilà, alors c'est là-dessus que je me branche sur Spinoza, qui au fond, moi je trouve qu'il est rigolo, Spinoza, parce que quand il parle de la joie de l'amour, je ne sais pas en quel sens il parle de joie. Vraiment, je ne vois pas. Alors, ou bien il parle de l'amour désexualisé, de l'amour de la maman ou du papa, enfin d'un truc désérotisé, mais même désérotisé, je veux dire, un enfant, il en veut à sa mère de l'aimer. Donc, dire que l'amour soit une joie, non, l'amour c'est un tourment. C'est un tourment, je veux dire. Je voudrais bien savoir pour qui l'amour n'est pas un tourment. Je voudrais bien savoir pour qui la personne aimée n'est pas aussi une personne à qui on a des griefs, avec qui on a des griefs, des reproches. D'ailleurs, ce qui peut participer à l'excitation sexuelle elle-même pour se venger de ces griefs de l'amour lui-même.
il y a une dimension érotique de la colère contre la personne aimée qui ne fait pas de doute. Alors, en quel sens Spinoza parle de la joie? Je comprends pas. Même au point de vue littéraire, je veux dire, c'est un tourment. Je veux dire, quand on voit l'expérience littéraire, poétique du rapport masculin-féminin, il est marqué par le tourment. Je veux dire, vous pouvez prendre toute la littérature poétique que vous voulez, l'objet aimé, pour prendre, je ne sais pas, dans notre culture, au fond, même avant notre culture proprement dite, Orphée et Eurydice, par exemple, on ne peut pas dire que ça se passe très bien, hein, puisque Eurydice retombe en enfer, Dante avec Béatrice, elle est morte, Pétrarque avec Laure, c'est la même chose. Si on prend les amours tels qu'ils sont chantés par les poètes du XVIe, XVIIe, c'est pareil. Je veux dire, il y a une dimension comment dire, de déplaisir et de plaisir dans le déplaisir, qui est constante dans l'amour, qui, je crois, empêche de parler tout uniment de joie comme le fait Spinoza. C'est d'ailleurs une formule de Freud, qui essaye de définir le désir assez vite. D'abord, il a la prudence de dire qu'il n'y comprend rien, alors que vraiment tout ce qu'il amène montre qu'il a déjà compris beaucoup de choses. À commencer que c'était absolument pas animal ni instinctuel. Le désir n'a rien à voir avec les hormones, avec quoi que ce soit de ce genre, ou avec les odeurs, parce qu'il y a des neuroscientifiques qui ont le culot de dire que le désir dépendrait des chromormones ou je ne sais pas très bien quoi. On dirait qu'ils ne sont pas mariés ou qu'ils n'ont jamais aimé de femme. Ou leur femme, elle devrait les attendre chez eux pour leur dire « alors c'est pour mon odeur que tu m'aimes ». Peut-être que ça les calmerait dans leur recherche. Rechercher que les odeurs peuvent déclencher le désir. Bon, c'est vraiment une caractéristique de notre modernité qui est, où il y a cette dimension de ravalement du désir qui montre en effet, à notre façon moderne, que en effet le désir est marqué par le mal. Le désir est un mal. L'amour est peut-être un bien, c'est un bien, mais le désir lui-même, il est marqué par ce tourment de la sexualité. Voilà, donc la deuxième partie de la question sur Spinoza, je vois pas très bien. C'est pas pour sauver Spinoza, absolument. Je n'ai pas d'intérêt particulier, quoique c'est un philosophe que j'aime bien, c'est vrai. Mais non, il parlait peut-être de l'idée joyeuse quand on est amoureux. Vous savez, vous vous souvenez, Gérard? Oui, très bien. La première fois que vous avez été amoureux, vous sortez dans la rue, vous êtes joyeux quand même. Oui, c'est vrai, enfin, on est amoureux. Voilà, d'accord, alors ça va. C'est peut-être ça. D'accord avec Spinoza. J'enlève tout ce que j'ai dit. J'ai été un peu bavard, mais je l'enlève. Bon, mais alors, ce qu'on entend quand même dans ce que vous dites, c'est que si on veut s'intéresser vraiment au désir et vraiment à l'amour, il faut les penser séparément. Mais alors, est-ce qu'il faut les penser séparément parce qu'il n'y aurait jamais aucun point de contact entre eux? Finalement, ils seraient reliés, ils seraient totalement hétérogènes l'un à l'autre, sans qu'une seule intersection entre eux marque un contact, ou bien est-ce que c'est par commodité d'exposition, par souci de clarté dans l'exposition, qu'il faut les penser séparément? Voilà, bon, ça me permet d'essayer de me réconcilier avec l'idée joyeuse de Spinoza, qui est, en effet, je ne l'avais pas vu sous forme d'une idée comme ça. Alors, pour essayer de répondre à cet aspect, quel est le point de contact? Parce que c'est clair qu'il y en a un, entre amour et
et désir. D'abord, il faut peut-être donner davantage faire un commentaire un peu plus long sur comment est-ce qu'on peut comprendre le désir, qu'est-ce que ça peut bien être que le désir, comment ça fonctionne exactement, et comment ça s'érotise, parce qu'on peut dire que au fond, dès le début de la vie, le désir n'est pas spécialement sexuel. N'est pas spécialement sexuel. Si on prend une définition du désir, qui est d'ailleurs celle de Freud, comme étant une dimension hallucinatoire liée à la répétition. C'est-à-dire que la séparation elle-même, on peut dire, pour parler le plus simplement possible, la séparation de la mère représente un traumatisme, et que c'est un traumatisme qui est nécessaire à l'existence. Il faut bien se séparer, en effet, pour exister en son propre nom, en quelque sorte. Mais c'est une séparation qui engendre un attachement. C'est-à-dire, on est obligé de se séparer, mais on voudrait ne pas l'avoir fait. Ça aussi, c'est un scénario classique, on peut dire, de l'amour, que l'amour renaît des séparations constamment. Je veux dire, on peut se séparer tous les jours, et si on ne se sépare pas, on ne se retrouve pas, etc. Je veux dire, il y a quelque chose d'un schéma de la séparation qu'il est important de comprendre, mais la séparation elle-même, c'est traumatisant, et c'est la machine, en quelque sorte, qui met en marche un désir hallucinatoire. Parce que la séparation, c'est un traumatisme subjectif qui, au fond, il n'y a pas de représentation, il n'y a rien qui représente le malheur de la séparation. Donc, au moment du traumatisme de la séparation elle-même, au même moment, il y a, par exemple, certaines sensations qui accompagnent la perception d'une musique, d'un parfum, de quelque chose, et ensuite, en rêve, hallucinatoirement, pour rattraper la séparation, l'enfant, dès son premier jour, en quelque sorte, il revit hallucinatoirement la séparation par le biais des sensations qu'il a ressenties. Il la revit à l'envers, c'est-à-dire, le désir, c'est ça, c'est-à-dire remonter le temps perdu de la séparation pour en quelque sorte se réconcilier avec soi-même. Donc le désir, il est marqué par cette répétition hallucinatoire, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, en quelque sorte, pour dire que la personne aimée, elle fait rêver, elle fait décoller les pieds sur terre. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des sensations et des souvenirs que cette personne évoque, sans qu'on sache très bien lesquels ils sont, mais qui sont reliés à tous ces souvenirs, soit des souvenirs d'enfance, soit des souvenirs d'autres séparations dans le passé, qui fait qu'il y a cet attachement de l'amour. Donc, première définition du désir comme étant répétition hallucinatoire qui, par la suite, plus tard, sur la base de ce mécanisme, qui est un mécanisme de la répétition, c'est un mécanisme infernal au fond, parce que nous n'arrêtons pas de répéter dans notre désir les mêmes schémas, les mêmes symptômes, la recherche des mêmes sensations. La répétition, qui est la même chose que le désir, nous guide dans tout notre destin, qu'il soit heureux ou malheureux. Il y a les répétitions de destin, par exemple, des gens qui répètent tout le temps les mêmes schémas amoureux de rencontres avec un homme ou une femme impossible, enfin bref, où il y a, on voit bien, je veux dire, l'importance de cette répétition. Alors, cette répétition, elle s'érotise plus tard, enfin pas beaucoup plus tard, au moment du complexe d'Oedipe, c'est le moment où elle se sexualise en quelque sorte.
elle se sexualise, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait cette présence masculin-féminin dont j'ai parlé tout à l'heure, fait que le désir va s'érotiser dans le rapport entre l'enfant, son père, sa mère, mais là, ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Je veux dire que l'enfant, il a aucun, il a aucun succès dans le résultat de cette érotisation. C'est soit un amour en blanc, soit un amour de toute façon remis à plus tard. C'est ça. On remet à plus tard. On remet la suite à plus tard, mais sur le coup, la névrose infantile, c'est-à-dire le début où l'enfant commence à parler. Au fond, il parle à cause de ça. Il parle pour commencer à comprendre qu'est-ce qui lui arrive, parce que la parole, c'est pas un apprentissage, c'est une recherche d'explication de ce qui se passe au point de vue de l'amour, au point de vue aussi de cet érotisme qui n'aboutit pas, qui rentre dans l'interdit de l'inceste, dans l'impossibilité, pour plusieurs années, jusqu'à l'adolescence. Mais en attendant, au moment de l'amour lui-même, tel qu'il naît au moment du complexe d'Oedipe, alors là, il y a une série de chocs qui viennent en quelque sorte donner son impulsion, sa forme au désir. Qu'est-ce que c'est que le désir? C'est toujours la même chose, c'est-à-dire avoir reçu un sale coup et vouloir le faire à quelqu'un d'autre pour s'en débarrasser. Avoir reçu un sale coup du père puisqu'on se fait priver de la mère, je m'excuse, je suis extraordinairement schématique. Donc avoir reçu un sale coup, mais de ce fait être dans une position d'entrée dans la sexualité qui est une position masochiste, c'est-à-dire c'est une position de principe de la sexualité humaine qui est fondamentalement masochiste, c'est-à-dire masochisme moral, c'est pas forcément un masochisme qui consiste à battre ou à faire du mal effectivement à son partenaire, encore que, je veux dire, il y a des millénaires derrière nous de maltraitance du féminin. Faut quand même pas l'oublier, comme étant non pas une maltraitance, mais une maltraitance comme condition de la sexualité elle-même. Il faut quand même comprendre que c'est pas quelque chose, c'est transculturel, c'est absolument transculturel le traitement du féminin, pour autant que le père féminise lui aussi. Donc ce fantasme de l'enfant battu, c'est un fantasme qui est répété à partir de la position masculine. Voilà. Donc l'entrée dans une fantasmatique du désir, qui, comme je disais tout à l'heure, est une fantasmatique du mal. C'est-à-dire le désir est orienté par se débarrasser d'un mal en le faisant. Et cela pour toute la série des principaux fantasmes qui définissent l'entrée dans la névrose infantile. Voilà. Alors, donc, je dis que ce fantasme-là, puis il y a le fantasme aussi, il faut quand même dire celui-là, le fantasme de se débarrasser de l'agent punitif, c'est-à-dire du père. Donc le fantasme, par ici, je donne que ces deux fantasmes fondamentaux, et puis j'en donne quand même un troisième, le fantasme de séduction, le fantasme de vouloir séduire comme on a été soi-même séduit. C'est toujours le même principe de répétition fantasmatique qui, au fond, est très simplet pour comprendre la dynamique du désir. Comment le désir est orienté, je dirais, de cette manière-là. Par exemple, je prends un héros de notre culture dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, Don Juan. Don Juan veut conquérir une femme comme il a été conquis par son père. Reprenez le Don Juan de Mozart. Au début, il y a le meurtre d'un père, et à la fin, il y a le père qui lui demande sa main pour l'amener aux enfers. C'est-à-dire que toute la conquête des femmes est en quelque sorte une répétition incessante,
c'est-à-dire une façon de se débarrasser de sa propre féminisation par un père. Voilà. Hein, donc, je dirais, c'est le fléchage du désir. Voilà. Alors, bon, maintenant, où il est le point de contact? Le point de contact, c'est qu'à la fin de l'adolescence, il y a en quelque sorte un remake du complexe d'Oedipe, mais avec un changement de place. C'est-à-dire que celui qui était en position d'enfant se met dans la position soit du père, soit de la mère, c'est-à-dire qu'il y a un quart de tour de la position triangulaire oedipienne, et du coup un revécu hallucinatoire de ce complexe d'Oedipe, qui est un fantasme tout à fait spécifique, qui est le fantasme amoureux. C'est-à-dire arriver à réaliser ce qu'on a justement raté à l'intérieur de la famille, pour créer soi-même éventuellement une autre famille. Mais c'est un remake, en quelque sorte. C'est un remake en travelling arrière qui donne cette impression de voler, de flotter au moment du premier amour, du deuxième, du troisième, de la 13e, comme disait Nerval, la 13e qui est aussi la première. D'un côté, on aime, et de l'autre côté, il y a le désir qui marmite par en dessous, qui fait que, au fond, désir et amour, tant que l'amour dure, tout du moins, arrivent à avancer ensemble, et parfois à avancer ensemble tout à fait, j'allais dire la main dans la main, non mais je veux dire c'est... Harmonieusement. Oui, enfin c'est beaucoup dire, mais dire. Ça cahote toujours un peu, mais après tout le chaos peut avoir son rôle érotique aussi. Voilà, alors d'où à partir de là l'idée joyeuse de Spinoza, pour répondre, après tout je peux la prendre comme étant la naissance du fantasme amoureux. C'est-à-dire le moment où paf, ça y est, ça se déclenche de nouveau, cette idée que la répétition va aboutir à ses fins, de se réconcilier avec soi-même, parce qu'il y a une perte de soi-même avec l'échec qui accompagne la névrose infantile. Une espèce de nostalgie, c'est ça. C'est-à-dire la nostalgie profonde qui accompagne le désir lui-même. Désir en français, c'est un mot un peu trop, même chose que amour, c'est un tiroir, c'est un fourre-tout. Alors que dans Freud, par exemple, il y a un terme très précis pour ce désir spécifique-là, le désir qui commence à se mettre en marche avec la névrose infantile, c'est le terme de Sehnsucht, qui comporte en lui-même une nostalgie. Et une nostalgie qui ne peut pas se remonter, puisqu'il a fallu de toute façon se séparer pour exister. Donc, je veux dire, arriver à la fin de la séparation, ce serait ne plus exister. D'où cette limite extrême du désir qui est, au fond, la disparition du sujet lui-même. L'extrémité du désir, la disparition du sujet lui-même. Ça, c'est important de le comprendre. C'est-à-dire qu'il y a une limite du désir qui est la disparition. Dire que c'est la mort comme fin de la vie, non. Mais c'est une mort en quelque sorte d'avant la vie, d'avant d'être entré dans la vie. C'est-à-dire, parce qu'au fond, la vie, c'est quoi? La vie, c'est ce par rapport à quoi nous sommes toujours en retard, d'une certaine façon. La vie, on court après. Le retard, c'est la même chose que le manque à être. La vie, ce serait la fin de la nostalgie, c'est-à-dire être adéquat à nous-mêmes, c'est-à-dire ne plus avoir de désir, disparaître comme sujet. C'est important de le comprendre parce que les toxicomanes, par exemple, ou d'autres gens qui aiment les expériences extrêmes, les risques, au fond, ils essayent d'expérimenter le point extrême du désir, qui n'est pas toujours sexuel, qui est, comme je l'ai dit, au départ, le désir n'est pas sexuel, il est hallucinatoire, et dans certaines expériences
d'actualisation du désir, comme la toxicomanie ou les prises de risques ou les sports extrêmes. Les sports extrêmes, c'est ça qui est en jeu, c'est la disparition, c'est-à-dire mettre la vie à l'épreuve de la mort. C'est-à-dire que la vie ne vaut pas la peine sans cette épreuve de la mort, qui en fait est l'épreuve du désir lui-même. Eh bien, arrivé où nous en sommes, peut-être qu'on pourrait vous donner la parole. Est-ce qu'il y a un micro pour les gens? Ah, une seconde, parce que c'est enregistré, donc... Bonsoir tout le monde. Pour avoir étudié la psychologie, donc la psychopathologie, je conteste à la psychanalyse toute validité pour l'approche du sujet qui nous amène. Pour ceux que ça intéresse, la psychanalyse verront Michel Onfray et le point final qu'il a mis à la question avec un travail magistral sur l'escroquerie intellectuelle que représente la psychanalyse. Cela dit, vive Freud, pour moi c'est un grand poète. Cela dit, pour la question et la conclusion ou l'analyse que vous en faites, j'approcherai de votre conclusion, mais sous une autre approche, en citant Céline, l'amour, c'est l'infini mis à la portée des caniches. Le sujet social dont nous sommes tous... L'infini à la portée des caniches. Donc l'amour, en majuscule, inventé et presque réservé aux poètes. Le caniche, par un développement qui serait intéressant de faire par ailleurs, il rêve. Le problème, c'est que le caniche arrive difficilement à la cheville de Rimbaud, Baudelaire ou même Brassens. Donc forcément, je t'aime, nous nous aimons, installons-nous au quotidien, par définition c'est antinomique, donc ça part à la catastrophe, puisque le caniche est fait pour vivre les amours ancestrales qui étaient sociologiquement déterminées, avec du sentiment avec le temps. L'amour nouveau dont on parle ici, c'est très 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 récent, et ça mène à la catastrophe qu'on peut observer autour de nous. Deuxième approche, et c'est pour terminer, Brassens, beaucoup plus soft. Le véritable amour n'existe que chez les adolescents et les oisifs. Pour véritablement aimer, il ne faut pas avoir d'autres occupations. Sous-entendu, préoccupation. Et on revient aux factures, aux chaussettes sales, aux enfants qui ont mal aux cheveux et compagnie, la contingence, les factures. On est à l'opposé de cet amour à majuscule que les poètes ont inventé, réservé de mon point de vue à cette élite, entre guillemets, que sont les poètes, au quotidien. Et je renvoie aux expériences de toute l'Assemblée. Le quotidien tue l'amour, il y a 1001 formules qui le développent. Donc je vous rejoins, l'amour est en crise, mais il l'est depuis Autant n'emporte le vent, les romans de gare. Le commun des mortels accède à une certaine culture. Roméo et Juliette se répandent dans la culture. Tiens, et si nous-mêmes nous tentions cette aventure, alors qu'historiquement, c'est sociologiquement marqué, le laboureur avec la fille du laboureur, un peu de sentiment sans doute, de l'amour avec le temps. Je dis pas que c'était mieux, hein. La femme était de la baisse de toute façon. Elle l'est un peu moins maintenant, ou sous une autre forme, voir un peu le différentiel de salaire à compétences égales par les temps qui courent, donc l'égalité, nous en reparlerons. Donc je vous rejoins, l'amour est une construction intellectuelle qui s'est démocratisée, vive la démocratisation de la culture. Le problème, c'est qu'à l'usage, et je renvoie au taux de divorce et compagnie, et à la misère qu'on a dans les couples actuels, et ce n'est pas d'aujourd'hui, force nous est de constater qu'il n'est pas accessible au plus grand nombre. Je pose la question, est-ce qu'il n'est effectivement pas réservé à cette élite qui a inventé ce concept? Merci. Je ne sais pas ce que Céline avait contre les caniches, parce que question poil, les caniches, ça, c'est fort, hein. Question poil. Qu'est-ce que vous en pensez, Gérard? Bon, écoutez, il y a beaucoup de questions dans votre question, dont certaines inamicales. Oui, mais je vais prendre seulement les amicales, parce que je ne crois pas que quiconque puisse se passer d'amour. Je veux dire, c'est une... quiconque vit sans amour, au fond, comme je disais tout à l'heure, ne touche pas terre. Je veux dire, maintenant que l'amour puisse s'actualiser, se réaliser en fonction de certaines circonstances, vous avez dit socio-économiques ou même culturelles fortes, puisque après tout, je veux dire, dans les sociétés totémiques, ou même encore jusqu'à aujourd'hui dans les sociétés très, très modernes comme le Japon shintoïste, la plupart des mariages sont arrangés, ce sont des mariages arrangés, où l'amour reste en effet dans une dimension
littéraire. Donc on peut dire que c'est réservé à relativement peu de gens dans son actualisation. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez à un moment donné sur le genre peut être indépendant finalement du sexe. Hein, si j'ai bien compris, hein. Bon voilà, vous me direz si voilà. Et en particulier après dans votre présentation sur le fait de la relation entre donc la fille et le père ou inversement le fils et puis la mère, je me pose la question par rapport à cette notion de genre et par rapport à, j'ai tendance à dire, à l'homosexualité, parce que les gens qui sont homosexuels, ils sont pas malades, ils sont pas pervers en fait. Bon voilà, enfin vu de moi, ils ont aussi, ils éprouvent de l'amour, ils éprouvent du désir, mais bon voilà, j'ai besoin de voilà d'avoir une sorte de relation, de clarification. Je sais pas si je suis bien clair dans ce que je demande. Oui, tout à fait. Vous êtes très clair. Vous êtes en plein dans un débat d'époque qui d'ailleurs dure depuis quand même une cinquantaine d'années, qui d'ailleurs dure depuis à peu près un siècle, puisque après tout c'est Freud qui, parmi les premiers, a bien montré cette distinction entre le genre psychique, le genre qu'on a dans la tête en quelque sorte, et puis le genre, le sexe anatomique. C'est-à-dire qu'il y a une adéquation qui peut-être statistiquement a une certaine importance entre les deux, sexe et genre, mais dans la réalité, il y a des exceptions tellement nombreuses qu'il faut bien chercher un autre principe de différenciation, et c'est un principe de différenciation qu'on peut trouver. D'ailleurs, ce n'est pas le seul invariant de la sexualité. Il y a non seulement le sexe anatomique et le genre psychique, mais il y a encore l'objet choisi, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on est d'un genre psychique qu'on se sent femme ou qu'on se sent homme qu'on va choisir le sexe opposé. On peut aussi choisir un autre sexe, ou le même que celui qu'on a comme genre psychique. Et enfin, il y a aussi le but sexuel, l'activité sexuelle recherchée qui peut aller depuis se promener la main dans la main jusqu'à plus si affinité. Mais je veux dire, tout ça, ça fait une palette tellement énorme de possibilités avec 4 invariants, plus un 5e qui est le désir sexuel lui-même, comme j'ai essayé de le démonter un peu rapidement, mais quand même, pour donner une idée, c'est-à-dire il y a le désir qui s'y ajoute, et ensuite il y a la fin du désir lui-même, c'est-à-dire le but orgastique, la décharge du désir lui-même. Avec tous ces invariants, vous avez, je dirais, un nombre de possibilités de la sexualité humaine tellement grand qu'on peut dire que nous sommes tous des minorités sexuelles, d'une certaine façon. Alors, nous sommes tous des minorités sexuelles parce qu'il y a une certaine inflexion qui se fait entre ces différents éléments. Voilà. Alors, si en plus il fallait que je réponde rapidement à comment ça se... qu'est-ce que c'est la procédure de départ? La procédure de départ, je suis obligé de tomber dans un schématisme outrancier. Je peux le faire en 30 secondes, comme ça, à titre d'exercice mental. Voilà, pour voir si j'arrive à me faire comprendre. C'est de dire qu'au départ de la vie, tout enfant vient dans le prolongement de ce que désire sa mère, c'est-à-dire de ce qui lui manque, c'est-à-dire dans une situation, dans une position phallique, on va dire. Tout enfant est un ange, on va dire. Un ange, et tout le monde sait qu'un ange n'a pas spécialement de sexe. Le débat sur le sexe des anges, bon, c'est un débat qui a duré plusieurs siècles sans être tranché. Je veux dire par là que ce que représente un enfant pour sa mère est transgenre. C'est-à-dire qu'il y a une position de départ de la vie qui est transgenre. C'est-à-dire le même sexe pour garçon et fille au départ, qui est cette représentation du manque, ou pour le dire sous forme de symbole, je pourrais le justifier, mais je vais le dire comme ça, en position phallique. Position phallique par rapport au manque maternel. Voilà, c'est le premier point. Mais évidemment, c'est une position qui est tout à fait intenable pour un enfant d'être en position d'ange. Un enfant préfère être un diable, ça va de soi. Donc il fait des bêtises, et ainsi de suite. Bref, il ne tient pas du tout à être pris comme un phallus.
Et comment se débarrasser de la position de phallus? Même schématisme affreux, je m'en excuse, on peut le justifier, c'est de se prendre lui-même pour partie, une partie de son corps, c'est-à-dire de se caresser, de se suçoter, ainsi de suite. C'est-à-dire, c'est toujours le mécanisme de la répétition, au lieu d'être pris comme phallus, pour se libérer, se masturber. C'est-à-dire l'onanisme comme entrée dans la jouissance phallique pour tout enfant, garçon ou fille. C'est-à-dire que tout enfant, garçon ou fille, entre dans la jouissance phallique par cet onanisme masturbatoire, ou pour le dire plus simplement, la masturbation, c'est la liberté, c'est-à-dire se libérer de l'emprise maternelle. D'où une culpabilité de départ, on peut dire, de l'onanisme pour tous les enfants qui se cachent de cette activité. Ce qui veut dire que garçon ou fille, au point de vue anatomique, sont d'abord des garçons. Les filles sont d'abord des garçons, et au fond, elles le restent. Je veux dire par là que la jouissance clitoridienne pour une femme, ça continue d'être le déclencheur de sa jouissance pour toute sa vie. Voilà. La féminité, c'est quelque chose de beaucoup plus tardif, c'est beaucoup plus long comme accès. Mais d'abord, cette position phallique pour les deux genres, à partir de laquelle se décide le choix du genre sexuel, c'est-à-dire c'est un choix psychique, genre masculin ou genre féminin. C'est purement dans notre culture, je veux dire dans la culture judéo-chrétienne. Ce n'était pas le cas pour les Grecs, pour les Romains, dans l'Antiquité, ce n'était pas le cas dans la culture animiste japonaise. Voilà, donc nous avons cette spécificité qui a eu des caractéristiques, on peut dire, de répression extrêmement violente de la féminité d'abord, de la féminité en premier lieu, en première ligne, et ensuite de l'homosexualité. Voilà. Madame ? Attendez, parce que c'est enregistré, c'est pour ça. Oui, tout à l'heure, vous avez dit qu'il était plus facile pour une femme de dire « je t'aime » parce que pour la femme, l'homme la sépare de son père. Oui. Et pourquoi la réciproque n'est pas vraie pour l'homme? C'est que, je veux dire, l'homme qui dit « je t'aime » à une femme retrouve sa mère. L'homme qui dit « je t'aime » à un homme retrouve l'homme qui la sépare de son père. Donc c'est deux chemins qui sont tout à fait différents. Pourquoi? C'est que, au fond, c'est le prolongement de ce que je viens de dire à l'instant, c'est que pour les deux sexes, au départ, il y a un phallicisme et un amour de la mère. Donc, pour une femme, le problème, c'est d'arriver à se séparer de sa mère pour aimer un homme. Donc, si elle trouve un homme, ça la soulage de qui? De sa mère. Voilà. Je ne sais pas si c'est plus clair comme ça. C'est-à-dire que le problème de la féminité est beaucoup plus compliqué que le problème de la masculinité, qui continue à garder le même objet, mais avec un embarras sexuel. L'embarras sexuel, c'est dire « je t'aime » à une femme avec qui il va y avoir du sexe, c'est pas facile. D'où je dirais la dichotomie entre la maman et la putain, entre une femme légale et une maîtresse, bref, une division de l'amour féminin, en quelque sorte, qui ne se présente pas de la même façon du côté féminin, où je dirais je ne voudrais pas dire de bêtises, il y a quand même une demande de rapport, univoque, de fidélité,
qui est beaucoup plus importante du côté féminin que du côté masculin. Madame. Et madame ensuite. Bonsoir. Donc, je voulais vous dire que je n'étais pas d'accord avec vous d'une manière tout à fait amicale, bien sûr, quand vous dites que si on ne désire pas, on n'existe pas. Or, l'absence de désir, je pense qu'elle peut s'accompagner d'un sentiment de pleine existence, comme vous dites, parce qu'en fait, on est débarrassé de tout ce tourment amoureux dont vous parliez. Et par exemple, le bouddhisme, dans le bouddhisme, c'est comme le désir est source de tourment, et ben la recherche, c'est finalement ne plus avoir de désir, et comme ça, on accède à la plénitude de la vie entre guillemets. Voilà. Et une deuxième chose, c'est j'ai pas trop compris quand vous avez dit que la fille, en fait, c'était un garçon au départ. Donc là, ça me voilà, cette schématisation, quoi. Voilà. Oui. Oui, l'absence de désir, en effet, l'absence de désir. J'ai dit tout à l'heure, je ne l'ai pas vraiment démontré, mais enfin, quand même, j'ai donné un certain nombre d'éléments sur la limite supérieure du désir avec la phanisis du sujet, c'est-à-dire ce moment de disparition où le désir se réalise lui-même. Et vous citez à juste titre le bouddhisme, puisqu'en effet, le bouddhisme, on peut dire que dans les premiers écrits recueillis écrits par les disciples quand même un certain temps après la mort du Bouddha, eh bien, ce qui est en exergue, c'est qu'il faut bannir le désir. C'est-à-dire que le désir, c'est la chose qui est la source de tous les malheurs. C'est ce que je disais tout à l'heure, d'ailleurs, en critiquant Spinoza, à propos du désir. Maintenant qu'on arrive à bannir le désir, ça, je dois dire qu'il faut plusieurs réincarnations, à mon avis, pour y arriver, que la méthode ascétique prônée par le bouddhisme n'échappe absolument pas au sexuel. C'est-à-dire, au fond, on voit bien dans les préceptes de vie pratique, que ce soit dans le petit véhicule ou dans le grand véhicule, c'est pareil. Je veux dire qu'il y a à la fois la chasteté, tout un certain nombre d'interdits qui montrent bien qu'on a affaire, au fond, aux mêmes formes de régulation que dans notre monothéisme, c'est-à-dire un interdit porté sur la sexualité. C'est ça qui est fondamental. Alors maintenant, avec ça, je voudrais quand même ajouter que j'ai bien dit tout à l'heure que le désir n'était sexuel que relativement tardivement. C'est-à-dire, au début de la vie, le désir, c'est seulement une mécanique de répétition hallucinatoire que nous poursuivons toute notre vie. Toute notre vie, nous continuons de rêver. Nous rêvons tout le temps, on peut dire. Donc c'est une mécanique de réalisation du désir qui a de très multiples chemins, la sexualité n'étant que l'un d'entre eux, bien qu'on peut dire le plus à la mode dans notre époque. Mais il y a aussi le désir d'écrire, par exemple, ou bien d'autres formes d'actualisation du désir qui sont tout aussi fortes. C'est une erreur que nous faisons de penser tout le temps le désir du point de vue sexuel. Ça, je veux bien vous le concéder. Maintenant, dire que la réalisation, penser la vie comme ayant comme objectif d'en finir avec le désir, ça me paraît, comment dire, c'est de l'ordre du désir. Ouais, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut exister sans pour autant toujours désirer ce désir sexuel, etc. On peut exister en ayant d'autres désirs et c'est pas forcément. Pas là. Bah oui, c'est ça en fait. D'accord, ok. Oui, on irait en boîte de nuit. Ok, c'est désir en général. Oui. Madame. Oui, moi j'aimerais poser une question. C'est par rapport à l'engagement que vous avez un peu évoqué tout à l'heure en disant quand on est en vacances, c'est plus facile de dire je t'aime, ti amo, I love you, parce qu'on est en vacances.
Mais ne croyez-vous pas quelque part que dans nos sociétés de consommation post-modernes, c'est tout le temps les vacances quelque part. Enfin, je pense qu'on vit. Je ne sais pas. Justement, je pense pas que ce soit une chance, c'est un appauvrissement, parce que moi j'ai quand même le sentiment aujourd'hui que dans notre société capitaliste, qui colonise nos imaginaires et aussi notre inconscient, et où l'autre où l'autre n'existe pas ou a du mal à exister, où autrui devient une marchandise. Finalement, oui, il y a plus d'amour parce qu'il n'y a plus d'engagement. Il n'y a plus qu'un désir qui trouve jamais de satisfaction et qu'il faut renouveler et reproduire en permanence et qui conduit à beaucoup de solitude. C'est l'épuisement du désir. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, dans nos sociétés très individualistes, l'autre ne suffit jamais à lui-même, quoi. Et donc il y a peut-être encore un peu de désir, mais qui s'éteint très vite et qui doit aller ailleurs, mais où il n'y a pas de place pour l'amour finalement. Et comment vous analysez finalement ce qui est le produit aussi d'une idéologie dominante qui intervient y compris dans nos relations les plus intimes que sont le désir ou l'amour. Oui, je peux pas répondre, en tout cas à la dernière question par rapport à l'idéologie dominante. L'idéologie dominante, je comprends bien ce que vous voulez dire par rapport à la marchandisation, au marché, à l'individualisme, enfin tout ça ce sont des réalités. Maintenant, penser que ces réalités peuvent en finir avec le désir, moi franchement je suis beaucoup plus optimiste que vous. Je veux dire, même dans des situations beaucoup plus graves et beaucoup plus dramatiques, je dirais que c'est, après tout, l'humanité a toujours marché au bord de la catastrophe, on ne fait pas exception. On ne fait pas exception et puis on y va quand même. Donc je ne pense pas que le désir puisse s'éteindre. Ni l'appétit d'amour, Je pense pas que ça puisse s'éteindre. On peut dire comme ça que, par exemple, il y a des gens qui disent la poésie, il n'y en a plus à notre époque, on voit plus de poésie, c'est réservé à une petite élite intellectuelle, c'est un fait littéraire d'autres siècles. Moi, je ne dirais pas ça. Je trouve que la poésie est partout, dans les chansonnettes, dans beaucoup de façons de parler des gens qui inventent de nouvelles phrases, de nouvelles formules, qui ont une soif de comprendre, de connaître, qui passent même une soirée à Valenciennes à venir discuter avec un Parisien qui a pendu. Voilà. Je ne serais pas aussi pessimiste que vous. Quelqu'un sur un autre point? Juste, bonsoir, en fait, une simple explication de vocabulaire. Vous avez, plusieurs reprises, évoqué le désir comme une répétition hallucinatoire, en fait. Ouais. Vous pouvez dire inconsciente? C'est ça? Oui. Inconsciente. Inconscient, c'est un terme un peu valise, on peut mettre beaucoup de choses dans l'inconscient. Oui, enfin, je trouvais hallucinatoire vague ou flou également. Oui. C'est simplement ce dont le sujet s'absente. Ce dont le sujet s'absente peut être qualifié d'inconscient. Par exemple, vous voyez une personne qui vous plaît bien, vous vous mettez à lui parler, je dirais, ça a été plus fort que vous. C'est-à-dire le moment où vous êtes dépassé, c'est un moment où il y a une absence du sujet, donc une actualisation du désir qui est de cet ordre. Et pourquoi vous avez commencé à lui parler? Parce que quelque chose dans cette personne vous a évoqué autre chose, vous a plu, etc.
C'est un conditionnement originel, en fait. Pardon ? C'est un conditionnement originel dès qu'on est Non, enfant. c'est pas un conditionnement originaire, c'est un conditionnement par un traumatisme inaugural qui se répète et s'aggrave tout au long de la vie. C'est pour ça qu'on ne peut pas en finir avec le désir et que les ennuis continuent jusqu'à la fin. Enfin, les ennuis, et puis la façon de les réparer, de se débrouiller, de... Merci. En attendant qu'une autre question... Ah, très bien, monsieur. Merci. Dans une conférence de Yvon Dallaire, l'accent a été mis sur les endorphines, puis l'ocytocine, qui permettaient d'expliquer des étapes de la vie amoureuse. J'ai l'impression dans votre exposé que la partie hormones est assez éloignée de toutes les étapes qui peuvent vivre vécues au niveau de l'amour. Alors est-ce que vous pouvez m'en parler un peu ? Volontiers. J'ai écrit encore un autre pavé à ce propos, qui est comment les neurosciences démontrent la psychanalyse. C'est-à-dire qu'au fond, rien de ce qui est corporel, de la même façon que rien de ce qui est corporel ne détermine le sexe psychique. C'est la petite démonstration que j'ai essayé de faire tout à l'heure. Je ne veux pas dire que nous n'avons pas de corps, je dis que tout ce qui est du corps est déterminé par ce qui est hors corps, c'est-à-dire par la culture. La culture active les gènes, tout ce qui est génétique, tout ce qui est hormonal et ainsi de suite, ne rentre en fonction que dans la mesure où il y a ce rapport au désir qui vient d'abord du désir des parents, du désir de la culture dans laquelle on vit. Par exemple, mais je veux dire, ce sont les neurosciences elles-mêmes qui le démontrent. Par exemple, il est démontré que certaines cellules du cerveau ne s'activent que dans la mesure où l'enfant entend la voix de sa mère lui parler, que sans ça, il meurt. C'est simple. Sans la voix maternelle, ou sans la voix d'une personne qui tient à la place de la mère, eh bien, certaines cellules meurent, ne se développent pas. Or, ce sont les cellules qui conditionnent l'apprentissage du langage. Or, le sujet humain n'existe que par rapport aux phrases ou à la pensée qu'il prononce. Donc, il meurt comme sujet s'il n'est pas en rapport avec cette voix, avec cette culture, sans laquelle il ne sait absolument rien faire. La reproduction sexuelle elle-même, puisque vous faites allusion à la sexualité, est tout à fait impossible sans certaines conditions symboliques qui sont hors corps. Le complexe d'Oedipe, c'est hors corps. Le rapport d'un homme à une femme, naturellement, est conditionné par des fantasmes qui sont hors corps. C'est pas un bout de viande qui est désiré. C'est une femme en tant qu'elle évoque un certain nombre de choses qui font que nous en manquons. C'est le manque lui-même qui provoque le désir et pas les odeurs. Vous pouvez toujours y aller, enfin, à moins que vous soyez Tarzan. Je crois, même Tarzan, je veux dire, avec sa guenon et ses chimpanzés, je veux dire, les sujets autistes n'ont aucun souci de reproduction. La reproduction sexuelle de l'être humain, tout le monde ne veut pas avoir des enfants. C'est parce qu'un homme a un certain type de dette par rapport à son propre père, par rapport à sa mère, qu'à un moment de sa vie, à force de faire des bêtises, il se dit, bon, je vais payer mes dettes et puis je vais transmettre quelque chose qui m'a été transmis. Sans ça, qui a envie d'avoir des enfants? C'est que des ennuis. Et pourtant, on le fait. À un moment donné, on le fait, puis on est très content. Voilà. Mais c'est pas les hormones qui donnent envie d'avoir des enfants. On n'a jamais vu ça. Les femmes maintenant qu'elles peuvent retarder le moment où elles ont des enfants, elles ont des enfants qu'à partir d'un certain moment où la question de la maternité les tracasse fantasmatiquement. Mais avant, non, quelle idée, autant s'amuser. Puis un jour, elle tombe sur un homme qui, ça secoue, et
Avec cet homme-là, eh ben, oui. Mais avant, non. Avant, autant s'amuser. C'est pas les hormones, ça vraiment, c'est une idée... Dans le prolongement de ce que je vous avais dit, là, il y a des personnes qui disent, alors je ne sais pas si c'est la même chose, hein, les odeurs, ou qu'une relation finalement serait chimique. Alors, bon voilà, est-ce que c'est chimique? Et puis après, comme on parlait du désir, et finalement s'il n'y a pas de désir, on meurt, l'autisme par rapport à ça, et l'autisme profond. Bon, moi j'ai eu un neveu qui était autisme profond, donc voilà, qui est décédé malheureusement, mais qui ne réagissait sur, enfin, si, il réagissait sur des choses, mais sur presque pas, il parlait pas, il se tapait la tête contre les murs, etc. Qu'est-ce que ça, je sais pas, par rapport à, vous disiez manque de désir, enfin, c'est deux choses différentes là d'ailleurs. Bon. Oui. Désolé. Bon, c'est complexe, hein, mais je veux dire, pour répondre sur l'autisme, c'est difficile. D'abord parce qu'il n'existe pas un autisme, mais plusieurs sortes d'autisme, dont des autismes purement neurophysiologiques, de blocage du système nerveux à un certain point de développement. Et ensuite, il existe des formes d'autisme tout à fait distinctes les unes des autres, l'autisme de Kanner, l'Asperger, qui ont des développements tout à fait différents en fonction du contexte, c'est-à-dire un autisme de Kanner, si l'autiste en question est dans une famille qui s'occupe de lui et qui sait comment faire pour le faire progresser dans son rapport à lui-même, il peut y avoir des très bons résultats. En revanche, si ces autistes sont dans un hôpital, avec des gens différents, des équipes différentes qui s'en occupent sans arrêt, il n'y aura pas de progression. Ce qui est une preuve supplémentaire de l'importance culturelle de la subjectivité, qui n'a rien à voir avec ni les hormones, bien qu'il y ait des hormones qui réagissent à cette dimension culturelle. Voilà. Donc, bon, je ne peux pas vous répondre beaucoup plus longuement sur les autismes, parce que... Moi, j'ai été intéressé par un autre ouvrage que vous avez publié, parce que je me suis intéressé à l'œuvre de cette personne. C'est dans l'ouvrage La mélancolie ou l'œuvre d'Althusser, que je n'ai pas cité comme ouvrage de référence, mais que vous avez publié il y a quelques années. Vous faites la distinction entre orgasme psychique et orgasme physiologique dans un chapitre de ce texte. Est-ce que vous pourriez y revenir et nous expliquer ce qui est en jeu dans cette distinction? Bon, je vais être obligé d'être très bref, là aussi, encore une fois schématique, mais l'orgasme, je vais le dire comme ça, c'est une formation de l'inconscient. Je veux dire, les enfants, les petits-enfants, très petits, ont déjà des orgasmes psychiques, c'est-à-dire un enfant qui tète, il peut avoir un petit moment comme ça de retournement sur soi, qui est un moment qui a été défini par beaucoup de cliniciens, c'est pas moi qui l'invente, comme un moment orgastique. De même, il existe comme autre exemple d'orgasme psychique, certaines crises d'épilepsie peuvent être considérées comme un moment d'orgasme psychique. Par exemple, quand Dostoïevski faisait une crise d'épilepsie, puisqu'il était épileptique, c'était toujours dans des circonstances particulières où il était question à la fois de la mort de son père, enfin la pensée, quelque chose qui lui évoquait la mort de son père, et puis sa propre féminisation par rapport à son désir de mort de ce père. Et il y a dans le texte de Freud qui s'appelle Dostoïevski ou le parricide, je crois, le titre, ça doit être ça à peu près, il y a une petite note qui décrit très bien le moment de la crise d'épilepsie comme un orgasme psychique. De même, toutes les épilepsies hystériques, après tout,
dont les grandes crises d'hystérie à la Charcot, qui existaient surtout au siècle dernier, sont des formes de moments orgastiques, donc purement psychiques. Ça ne correspond pas du tout à ce qu'on entend par orgasme comme l'aboutissement d'une relation sexuelle. La jouissance extatique de certaines religieuses aussi. Oui, ouais. Oui. C'est de cet ordre. C'est déjà plus sexuel. C'est plus sexuel, d'accord. Oui, je veux dire, les mystiques qui, à force de faire des prières et de prononcer le nom de Dieu, c'est une jouissance du nom. C'est une jouissance du nom de Dieu. Donc c'est une jouissance qui est beaucoup plus sexuelle. C'est pas une crise d'hystérie. C'est vraiment, elles aiment Dieu. Et c'est Dieu qui les pénètre. D'ailleurs, il n'y a qu'à lire les mystiques pour voir que c'est bien ça qu'elles décrivent. Plus de questions? Eh bien, nous allons clôturer cette séance en vous remerciant de vos questions et de votre patience.